Bonjour Daniel Russo. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Je dois dire que je suis enchantée de vous avoir en face de moi parce que hier je vous avais en face de moi mais sur scène. Un régal, un très grand moment. Bien sûr on va parler de cette pièce qui pour moi est le stéréotype de la vraie pièce de théâtre. On va y venir, ce n'est pas une comédie, c'est plutôt historique, on va en parler dans un instant. Mais j'avais envie qu'on démarre par le début, toujours le début dans cette émission qui retrace votre carrière en plus de votre actualité. Et j'ai envie de vous dire que vous vous en sortez très bien, Daniel Russo. C'est mon appréciation et peut-être biaisée, vous allez nous le dire, mais pour le savoir, le début, toujours le début. Daniel Russo, vous êtes né le 13 mai 1948 à Paris, ville cependant où vous n'avez pas grandi, puisque vous faites vos premiers cris lors d'un voyage de vos parents dans la capitale. Si la légende dit vrai, vous allez nous le dire dans quelques secondes, peu de temps plus tard, et alors que vous êtes tout jeune, vos parents se séparent. Une enfance qui n'a pas été des plus simples à vivre. Une enfance terrifiante. Bien sûr, c'était les pensions, c'était voilà... Ma mère me mettait dans des pensions, puis elle disait pas où j'étais à mon père. Mon père me recherchait. Dès qu'il me trouvait dans une pension, il m'enlevait. Après, on me ramenait dans une autre pension. Enfin, ça a été un truc de fou. C'est-à-dire que leur histoire d'amour a été à la hauteur de leur séparation. Voilà, c'était un amour fou et une séparation de fou aussi, pareil. Voilà. Et donc pendant quelques années, vous allez être ballotté. Je sais que dans une interview, vous parlez d'un moment très fort de votre vie, peut-être une réparation que vous avez fait quelques années plus tard, avec une maison où vous avez grandi et où vous êtes retourné. Oui. Oui. Mais j'avais souffert énormément dans cette maison et j'étais en vacances avec mon épouse et je lui ai dit, écoute, je crois que ça me ferait du bien de retourner sur les lieux où j'ai eu cette souffrance. Elle me dit, oui, écoute, mais si tu y vas pas tout seul. Et donc j'ai un ami qui m'a accompagné en voiture. On a retrouvé tout de suite le chemin. C'est incroyable. Et pour moi, c'était la maison de Dracula. Et non, c'était un petit pavillon, tout simple. Et quand je suis arrivé, c'était les mêmes couleurs, le même portail, rien n'avait bougé. C'était incroyable. Et je dis à mon ami, écoute, tu me laisses, j'ai envie d'aller voir cette maison tout seul, tranquille. Et j'arrive devant le portail et cette dame qui m'avait un peu traumatisé, même vraiment, elle était là. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Elle était en face, elle me regardait, et elle me dit, oui, vous désirez ? Elle vous a pas reconnu ? Et je dis, non, bien sûr. Et je lui ai dit, je m'appelle Daniel Russo. Et elle m'a dit, ah oui. Et elle me dit, vos parents vont bien ? J'ai pas répondu. Je lui ai dit, écoutez, vous savez pas ce que je vais faire ? Je vais pousser ce portail. Je vais rentrer et je vais aller voir la maison. Elle n'a rien dit. J'ai poussé le portail et je suis rentré dans la maison qui, pour moi, était une énorme maison quand j'étais gamin. Et c'était vraiment un pavillon, quoi. Et je voyais tous les endroits où je me cachais, qui étaient des petits endroits. Mais pour moi, c'était des grottes. La manière dont vous en parlez, Daniel Russo, je ne sais pas si les auditeurs le perçoivent, mais moi, j'ai la vision, et pardon, parce qu'elle est très moderne, entre guillemets, de l'enfance d'Harry Potter. Je sais pas. Ouais. Vous l'avez vu ? Non. C'est exactement ce que vous racontez. C'est l'image que vous racontez avec cette enfance un peu compliquée. À quel moment vous partez de cette maison ? À quel moment votre père vient vous chercher ? Il était avec mon parrain. Ils sont arrivés en voiture. Ils ont ouvert ce portail, justement. Ils m'ont pris et ils m'ont mis dans la voiture et ils sont partis. Vous aviez quel âge ? Je devais avoir 7 ans. 8 ans, 9 ans, dans ces eaux-là. Et alors, vous grandissez à Marseille ? C'est-à-dire que ma mère avait accepté que j'aille vivre chez la sœur de mon père, ma tante Marie, voilà, et dont son mari était mon parrain. Et donc, elle avait accepté ça. Elle voulait pas que mon père me garde. Bon, voilà, toujours pareil, c'était toujours des... Et donc, ça a été quand même, pour moi, le début de la vie. Là, vraiment, c'était Marseille. C'était Marseille. Et alors, dans la continuité de votre jeunesse, vous établissez une personnalité, évidemment, et à 18 ans, vous allez avoir encore un déboire. Vous allez tomber dans le coma. Vous avez des souvenirs de ça ? Oui, c'est bizarre. J'ai toujours cette vision d'avoir vu autour de moi cette lumière jaune. Et puis... On dit qu'elle est bleue, mais pour vous, c'est jaune. Moi, dans ma tête, elle est jaune. Et je voyais les vivants et les morts. Ils étaient autour de moi. Et quand j'ai raconté ça au médecin, quand je suis revenu, quand j'ai repris mon réveil, et
Il m'a dit non, c'est impossible. J'ai dit, je vous ai entendu parler. Il m'a dit non, c'est impossible. Dans votre coma, vous ne pourriez pas m'entendre. J'ai dit, alors je vais vous dire ce que vous avez dit. Vous avez dit, avertissez son père parce qu'il passera pas la semaine. Ça vous l'avez dit ou pas? Et il me dit, mais oui, mais c'est incroyable. Et donc voilà, je suis un rescapé, comme on dit. Et alors, on vous dit, et je c'est crois drôle que parce que ma tante Marie, quand j'ai eu ça, elle m'a dit, ils n'ont pas voulu de toi parce que tu as quelque chose à faire. Votre vie, elle démarre là, Daniel Russo. Ouais, c'est fou. Hein. J'en suis sûre. Je sais pas, mais bon, voilà. En tout cas, vous la démarrez de cette manière. Vous êtes passionné de dessin et de peinture. Vous allez intégrer dans cette continuité assez évidente l'école Boulle qui vous prépare à votre futur métier de décorateur d'intérieur avec votre père qui vous destine finalement à reprendre l'entreprise familiale. Comment vous avez vécu ces années-là? Bien. Non, ça vous plaisait, c'était pas par dépit. Moi, j'adore ça, j'aime toujours ça d'ailleurs, bien sûr. Même quand on se promène ou quoi, s'il y a un musée ou il y a une expo, j'y vais. Ouais, ça me plaît toujours, quoi, bien sûr. Mais c'était pas votre vie, Daniel Russo, parce que... le destin, c'est fou parce qu'après c'est commun, après cette chose, j'ai cette rencontre avec Robert Lamoureux, tout de suite derrière. C'est ça qui est incroyable. Et son nom de famille le porte bien, puisque grâce à lui, vous allez découvrir le théâtre et vous allez en tomber amoureux. Et voilà. Et donc c'est là que... C'est une passion totale. Une passion totale, c'est une évidence. Et à ce moment-là, vous avez un petit problème de diction. Oui, j'avais voulu montrer à mes copains que... J'ai envie de faire ça quand même, malgré tout. Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais ça a été un tel engouement, c'est dévorant. Hein. J'avais jamais été au théâtre de ma vie, Robert Lamoureux m'invite, et je voyais toute cette salle qui hurlait de rire, ça m'a stupéfié, quoi. Et je sais pas pourquoi je lui ai dit j'aimerais faire du théâtre... en allant le remercier. Alors, plus tard, il m'a dit, tu te rappelles, tu n'arrivais même pas à dire le mot théâtre. Et oui. Ça, c'est incroyable. Oui. Parce que, en fait, il faut quand même signaler, parce que nous deux, nous le savons, mais vous allez faire de la décoration d'intérieur chez lui, à la base, et vous ne le voyez pas, mais il veut vous remercier. Donc, il appelle votre père pour dire mon travail. Je veux le voir. Voilà. Et c'est de là que finalement, il vous dit, vous êtes déjà allé au théâtre, vous dites non. Et c'est de là que, alors, une révélation pour vous s'installe. Et comme à l'époque, vous avez ce problème de diction, vous lui dites que vous aimeriez faire ça. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire pour y parvenir? Il m'a indiqué des cours, voilà. Et il y avait surtout un professeur qui s'appelait Roger Clerval, qui était un ancien de l'Odéon, et qui avait un cours, et il m'avait dit, tu vas pas aller au cours maintenant. Je vais te dire ce qu'il faut faire. Et il m'a donné tous les exercices à faire pour la diction, les choses et tout ça. Et on me prenait pour un fou. Une sorte d'orthophoniste. J'avais toujours mes bouquins sur moi avec mon crayon dans la bouche. Et voilà, je parlais pas tellement aux gens. Donc voilà, mais j'ai travaillé comme un fou. Hein. C'est assez amusant parce que, on va le voir dans cette émission, évidemment, on va dire de vous que quelque temps plus tard, votre jeu est remarquable d'expressivité. Finalement, une faiblesse devient une force, puisque vous travaillez tellement sur vous. Ah, j'ai travaillé comme un fou, ça c'est sûr, ça bien sûr, bien sûr. Vous vous êtes battu, Daniel Russo. Non, puis et puis il y a une chose qui était très importante pour moi, je voulais pas décevoir mon père. Et donc, vous ne lui avez pas forcément dit que vous étiez dans cette démarche au départ? Non, je lui ai pas dit que je prenais des cours. C'est surtout le jour où je me suis dit, tiens, pour peut-être lui prouver que je peux le faire, je vais passer par les écoles. Il y avait la rue Blanche, puis il y avait le Conservatoire national. Et c'est au moment où j'allais passer ces concours que je lui ai dit, quoi. Voilà. Et à un moment donné, donc, en parallèle de tout cela, vous faites du théâtre, vous continuez à travailler avec votre père. Et je crois qu'aussi, vous avez un groupe de musique. Oui, c'est vrai. Vous avez un groupe de musique, les Magic Stars, puis les Proverbes. Vous écumez les concerts de rock de la région parisienne. Je précise quand même pour les auditeurs que j'ai choisi un morceau de Jeff Beck, et pas des moindres, pour illustrer mon propos. Et vous allez jouer alors votre première scène en 73. Vous allez jouer dans Le Paysan Parvenu, d'après Marivaux, mise en scène par Jean Meyer au Théâtre des Célestins. Vous intégrez la compagnie théâtre de Jacques Fabry, à qui vous devez aussi pas mal de choses, parce que vous intervenez dans son émission de télévision Tutti Fabry, sur la première chaîne à partir du dimanche 13 janvier 74. Est-ce que cette date est mémorable pour non, vous? Mais bien sûr, absolument. Surtout Jacques Fabry. Jacques Fabry, c'était magnifique, parce qu'au moment où il y a eu les concours de sortie du conservatoire,
il est venu me voir. On attendait les résultats. Moi, j'étais avec Bernard Giraudot, avec Jacques Villeray, mes potes, et on attendait le jury était en train de délibérer et tout. On était un peu nerveux. Puis Jacques Fabry vient vers moi, il m'a dit écoutez, que vous ayez un prix ou pas, moi je m'en fous, je vous engage. À la rentrée de septembre. Et il me tend la main. Et ça, c'est beau. Et évidemment que je vais serrer la main. Et après, il y a eu les résultats. J'ai eu 4 prix. Et au moment où Bernard et Jacques m'ont dit on va faire la fête ce soir parce que ça vaut le coup, il était à l'entrée, Fabry, et puis il me dit j'ai du pif, hein. Et j'ai intégré la compagnie. Et vous avez intégré la compagnie, et je crois que c'est 2 ans plus tard, en tout cas oui c'est ça, 2 ans plus tard, vous apparaissez pour la première fois au cinéma dans Le Juge et l'Assassin de Bertrand Tavernier, dans un petit rôle de gardien aux côtés de Philippe Noiret, Michel Galabru, Jean-Claude Brialy, Yves Robert, Gérard Jugnot ou encore Isabelle Huppert. Il y a pire quand même pour démarrer, Daniel Russo. Et alors j'ai trouvé des évidences, parce que j'en cherche souvent. Il y a un juge du nom de Russo, joué par Noiret, et on entend cet accent chantant. Une fille d'assassin ne communiera jamais avec nos enfants. L'assassin, il est arrêté, l'assassin. Il est sous les verrous. C'est un accent marseillais, c'est un accent du Sud, Rousseau. Est-ce que vous vous dites, est-ce que vous croyez aux évidences, aux signes, aux choses qui vous appellent? Comment vous choisissez un film, Daniel Russo? Mais là, j'ai pas choisi, hein. On vous a choisi, mais quand même, oui. Quand vous lisez ce scénario, vous vous dites pas, il y a le Sud, il y a quelque chose quand même un peu de chez moi, je suis un peu appelée. Il y a Galabru, il y a Noiret, bien sûr, mais même quand je tournais pas, je venais sur le tournage pour les regarder. Alors donc, bien sûr, évidemment. Et vous allez avoir une grande histoire d'amitié avec Galabru. Ah bah oui. Une grande histoire. Il aimait beaucoup votre deuxième film. Oui. Hein? L'autre aussi. Mais la petite Charlotte, oui. Il avait quelque chose de particulier. J'ai envie d'évoquer cette anecdote parce que c'est une manière de faire revivre aussi les choses. Galabru qui s'est déplacé, qui a fait 400 km, je crois. Ben oui, j'étais avec mes filles, Amanda et Charlotte, et puis là, c'était l'anniversaire de Charlotte. Et j'avais appelé Michel, je lui ai dit, voilà, c'est l'anniversaire. Il m'a dit, oh, je peux pas, je tourne à 4-5 km de Paris, je peux pas, oh là là, je peux pas. J'ai dit, c'est pas grave, Michel, on va refaire un dîner, et puis tu seras là et tout. Et puis donc, on fait l'anniversaire. Et à 23h, on sonne, et Galabru avec un cadeau. Et il me fait faire 400 km en voiture. Et à 1h du matin, il me fait, je repars parce que je retourne demain matin. Et il a refait 400 km en voiture. C'est très joli. Non, mais c'est d'une élégance incroyable. C'est une vraie élégance, en effet. Ce sont des vraies histoires d'amitié. Ben voilà, c'est ça. Je crois que vous en avez eu des histoires d'amitié. On va en parler, je pense, dans cette émission. Mais par la suite, vous allez alors interpréter, bien sûr, de nombreux rôles avant que le public ne vous remarque. Dans Génial, mes parents divorcent, un succès de Patrick Braoudet que nous avons reçu il n'y a pas si longtemps dans cette émission. Dans son film également, 9 mois en 94. Et vous allez bien sûr enchaîner tous les rôles chez Tavernier, Châtillier ou encore Gérard Houry, La Boum 2, Le Hussard sur le toit et tellement de films, dont un dernier film que j'aimerais quand même féliciter quelque part parce que je l'ai vu 4 fois ces derniers temps, tellement je l'ai aimé et que je recommande chaudement à nos auditeurs, c'est Permis de construire. C'est un film extrêmement drôle d'Eric Fraticelli, je sais plus comment ça se dit en corse. Quel bilan vous gardez de cette carrière cinématographique, Daniel Russo, au vu de toutes les expériences que vous avez eues? Mais c'est-à-dire que pour moi, tout est cadeau. Ouais. Tout est cadeau. Là, c'est pour moi, la vie est belle, tout est cadeau, parce que tout ce que je fais là, pour moi, c'est du rab. Pourquoi du rab? Mais parce que j'aurais jamais pu être là. Vous avez eu de la chance. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais attends, sorti de où je suis sorti, on peut avoir du négatif et du positif. Si ça s'égalise, j'ai du positif jusqu'à la fin de ma vie. Mais vous avez fait vraiment de votre vie une vraie force, parce que vous avez beaucoup travaillé pour ça. Ah ben oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et alors j'y reviens, puisque au début des années 80, vous allez commencer sur les planches du Café-Théâtre des Blancs-Manteaux, comme beaucoup d'artistes. Vous commencez à être repéré par certains critiques pour, je le disais tout à l'heure, l'excellence de votre jeu. Est-ce que vous allez forcément vous dire que la faiblesse a fait votre force? Je le réindique, puisque cet accident jeune est devenu peut-être un courage, une bravoure que vous allez braver pour devenir ce que vous êtes devenu. Et alors, vous ne vous êtes plus jamais arrêté au théâtre, en témoigne votre actualité, dont nous allons parler maintenant,
qui est cette pièce Albert et Charlie, voilà que je veux vraiment évoquer. C'est au théâtre Montparnasse pour Albert et Charlie d'Olivier Dutailly, c'est comme ça que ça se prononce. Dutailly, mise en scène par Christophe Lidon, qui a fait beaucoup de mises en scène ces dernières années. Et je dois dire que c'est pour moi du grand théâtre. Je vous le disais tout à l'heure, Daniel Russo, et je veux le dire aussi à nos auditeurs, extrêmement bien joué, écrit, raconté. Vous campez le rôle d'Albert Einstein. Vous êtes aux côtés de Jean-Pierre Laury, lui qui campe le rôle de Charlie Chaplin avec Elisa Benizio. Et je souris parce que c'est le rôle de votre gouvernante, hilarante, attachante, qui à mon sens a des allures de Mary Poppins. Oui, un peu. On est d'accord. C'est vrai. Avec l'accent allemand, avec son professeur et Monsieur Chaplin, si c'est comme ça que ça se prononce, j'essaye. Et qui n'a qu'une crainte, protéger votre santé pour vous faire boire de la citronnade qui est d'ailleurs relativement indigeste. Faut pas que vous énervez. Faut pas énerver le professeur. C'est ça. Et puis le médecin aussi, qui elle veut tout respecter. La touche féminine, qui donne peut-être tout le relief et la respiration attendue à cette pièce historique, à la fois très actuelle, on va y venir, mais tout de suite, bande-annonce. Alors Charlie, quoi de neuf à Hollywood? Vous savez, on serait bien tous les trois par un temps pareil, en Suisse. Dites-moi, Albert, c'est vrai que vous portez jamais de chaussettes? Même pour aller à la Maison Blanche, vous n'avez pas mis de chaussettes? Pour des raisons scientifiques. Mes gros orteils sont très longs. Alors je tiens ça des grands singes, donc je descends. Alors c'est un avantage pour grimper aux arbres, mais c'est un inconvénient pour les chaussettes. Ça les trouve. Un petit verre de vodka à la santé du FBI? Oui, FBI! Nazdorov. Voilà un petit extrait de la bande-annonce d'Albert et Charlie en ce moment au théâtre Montparnasse et depuis hier soir. C'est d'abord l'histoire d'une amitié entre Albert Einstein et Charlie Chaplin. Oui, et deux destins qui se croisent, de deux génies. C'est fabuleux, On apprend plein de choses. On apprend énormément de choses. Qu'est-ce qui reliait ces deux personnages, Daniel Russo, des personnages emblématiques de l'histoire, alors que finalement, tout semblait les opposer. Ils s'admiraient tous les deux. Bien sûr, absolument. Il y a cette admiration, il y a le fait que ils ont en commun une indépendance, une profonde humanité, l'humour, l'amour de la musique aussi. L'amour de la musique qu'on ne connaissait pas forcément à Albert Einstein. Bien sûr, bien sûr. Et donc on voit ce piano. Ils ont aussi un autre point commun, c'est le doute réel d'eux-mêmes dans la vie, si je peux dire ça comme ça, le doute du public, du recul sur quel artiste ou savant on est. Chaplin parle du syndrome de la veuve. J'aimerais que vous nous l'expliquiez, bien sûr, mais moi je parlerais peut-être plutôt du syndrome de l'imposteur. Oui, un petit peu, oui. C'est quoi le syndrome de la veuve? C'est-à-dire que c'est quand l'oraison funèbre de quelqu'un et qu'on dit il était merveilleux, il était magnifique, et c'est vrai que quand il dit la femme ne comprend pas de qui on parle. Et elle prend son gamin, elle dit je crois qu'on s'est trompé d'église et c'est vrai, c'est toute cette hypocrisie un petit peu de la vie, Mais ce qui est magnifique dans ces deux destins, c'est que autant ils se rejoignent sur beaucoup de choses, et autant sur leur vie intime, c'est à peu près tout le contraire. Oui. Tout le contraire. Quand Chaplin dit j'ai eu la chance de vivre ce que Einstein n'a pas connu, c'est une vie de famille. C'est ça. C'est terrible. La vie d'Einstein sur sa vie privée, elle est terrifiante. Tout est vrai, Daniel Russo, dans cette pièce de théâtre. Oui. Alors moi j'ai appris, peut-être que je suis à côté de mes pompes comme on dit, mais j'ai appris que Albert Einstein, on voulait qu'il soit président d'Israël. Oui. C'est assez incroyable parce que ça, on peut passer à côté, on peut ne pas le savoir. On peut ne pas le savoir. J'ai un ami justement hier soir qui m'a dit je viens d'apprendre ça. Et ben voilà. Voilà, tout le monde ne le sait pas, donc c'est assez étrange de voir qu'on apprend énormément, tout en étant en simplicité. Et alors, en quoi cette pièce, et puis parce que c'est ma transition, Daniel Russo, en quoi cette pièce est actuelle pour vous, si toutefois vous le pensez? Mais écoutez, quand on parle de la guerre de 40, parce qu'il va quand même, il vient le voir, pourquoi? Parce que il va avoir son soutien parce qu'il va tourner le dictateur. Le dictateur en 39-40, il fallait le faire. C'est de la folie de faire un truc pareil sur Hitler. Oui. C'est dingue. Et quand il dit j'ai pas besoin de parler, j'ai eu des barbarismes, des cris, sa folie me fascine. Mais c'est absolument invraisemblable de faire un film comme ça. Et quand il lui demande son soutien, Einstein ne peut pas comprendre. Quand il lui dit parce que pour lui c'est banalisé. C'est banalisé. Mais non, mais même quand il dit, c'est fou, ça m'a fait penser un peu à ce qui se passe en ce moment. Quand il dit, les pays occidentaux le banalisent parce qu'on a peur de l'affronter. Et du coup, on le laisse faire.
Voilà. Donc là, il y a quand même un rapport très historique et très actuel. Vous Oh là pensez là, à quoi? mais bien sûr. C'est une dame qui hier m'a dit, mais c'est l'actualité. Eh oui, c'est l'actualité. Vous On êtes peut dans pas- l'actualité d'aujourd'hui, c'est incroyable. On ne peut pas passer à côté. Il y a une question retenue dans cette pièce qui est: pouvez-vous nous dire, Daniel Rousseau, quelle différence entre dictature et démocratie? Dans une dictature, les gens sont gouvernés par la force et le mensonge. Et dans une démocratie, uniquement par le mensonge. C'est incroyable ce que vous nous dites, parce que c'est vraiment, voilà, c'est en suspens. Et donc on voit ce physicien, Albert Einstein, qui est le véritable père de la bombe atomique. Il faut quand même le soulever. Il y a beaucoup de gens autour de ça. Mais il se défend quand même de ça. Il se défend de ça, mais il avait malheureusement... peur que les Allemands tombent sur cette arme pendant la guerre. Voilà, donc il a été du côté des Américains. Il a été du côté des Américains. Il a accepté finalement que cette bombe soit finalement Enfin, il a utilisée. signé cette lettre. Voilà, alors que lui, il était Et il dit bien pacifiste. que c'est l'erreur de sa vie. Mais bien sûr, alors que lui était pacifiste. Et alors, on peut pas évidemment s'empêcher de penser que les plus grandes puissances mondiales, comme la Russie en ce moment, la brandissent à chaque fois. Et il y a aussi un autre sujet à évoquer dans un instant, qui est Israël. On va y venir. Mais d'abord, on va passer au rappel des titres sur Radio J. Vous restez avec nous, évidemment, sur Radio J, avec mon invité aujourd'hui, Daniel Rousseau, pour la pièce de théâtre passionnante, vraiment, et très poétique, Albert et Charlie. C'est au théâtre Montparnasse jusqu'au 7 mai, mais je vise les prolongations. Dans un instant, nos chroniqueurs nous rejoignent également pour découvrir les goûts culturels de notre invité. Tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, le comédien Daniel Rousseau, pour la pièce de théâtre Albert et Charlie au théâtre Montparnasse. Et il y a quelques secondes, Daniel Rousseau, je ne peux pas rebondir, vous étiez en face de moi et vous me disiez votre nostalgie d'évoquer vos amis de toujours, comme Philippe Noiret ou encore Michel Galabru. C'est des rencontres exceptionnelles. Et ça reste, quoi, bien sûr. Ouais. Ah oui, évidemment. Vos amis qui ont longtemps compté pour vous et avec qui vous avez joué, vous avez tourné. J'ai envie de vous poser cette question, je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous qui dites être passé à côté de la mort une fois dans votre vie. Est-ce que vous pensez qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que vous pensez que ces gens-là peuvent être encore présents? Je ne sais pas, mais je préfère laisser la porte ouverte. On ne sait jamais. Vous avez raison. Ça c'est une réponse que plusieurs personnes, enfin que quelqu'un, en tout cas, elle vient de quelqu'un. Je la connais, cette réponse-là. Oui, je la connais. Au cas où, je préfère pas fermer la porte. Oui, voilà. On va revenir à votre pièce de théâtre, évidemment, Daniel Rousseau, où on parlait d'Israël, puisque Israël est quand même très présent dans cette pièce, toujours évidemment d'actualité qu'on connaît bien ici dans cette radio, bien sûr, parce qu'on est sur Radio J. Et alors, les rêves d'Albert Einstein, évidemment, pacifiste, elle est à la fois une figure de proue de la défense de la création de l'État Israël en 48. On évoquait il y a quelques secondes le fait que peu de gens étaient au courant qu'on lui avait proposé d'être le président d'Israël, qu'il voit lui comme la Suisse du Moyen-Orient, c'est-à-dire là où il a été le plus heureux. Un État paisible. Un État paisible. C'était un utopiste. C'était son rêve, c'était ça, c'est où les Juifs et les Arabes pourraient vivre en bonne intelligence. Vous diriez-vous que c'était un utopiste, Daniel Rousseau? Non, mais c'était bien qu'il puisse croire à ça. Et c'est bien qu'on puisse le penser et le croire. C'est vrai. Votre pièce de théâtre, elle est découpée en 3 temps. Oui. 3 dates. Oui. Je voulais les souligner en 38, 1947 et 52. Pourquoi vous avez choisi? Mais parce que tout d'abord, c'est parce que c'est le dictateur. Il va avoir son approbation pour tourner le film, qu'il ne lui donne pas d'ailleurs. Après, la deuxième partie, c'est que Chaplin ne comprend pas pourquoi il a signé cette lettre pour la bombe atomique. Voilà. Et la troisième partie, c'est la fuite de Chaplin, qui va être broyée par le système américain, la commission des activités anti-américaines, quoi. Et on voit, alors je veux pas révéler cette fin parce qu'elle est très très poétique, je trouve que ça finit vraiment, c'est joli, c'est une belle histoire, parce que bon, entre parenthèses, Chaplin va suivre finalement un peu le rêve d'Einstein, cette oui, envie, il va faire ce que Einstein n'a pas eu. Fait. Voilà, cette vie de famille que Einstein n'a jamais eue, et lui, il va y arriver, quoi.
Bien sûr. On va pas tout dire. On Non, va pas non, tout non. dire parce que je Non, recommande non. chaudement Mais aux c'est une auditeurs de... amitié exceptionnelle. C'est hier, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit ça touche quoi, parce que on en rêve. Eh oui, eh oui. On rêve d'une amitié comme ça. D'une amitié comme Ouais. ça, et l'histoire est très bien racontée. Je le redis encore, votre pièce Daniel Russo, Albert et Charlie est à voir à partir, à 21h en tout cas, la semaine du mardi au vendredi. Puis après, je crois que le week-end Mardi c'est au sur dimanche. du mardi au dimanche, mais le samedi et dimanche, je crois que c'est à 17h30 si je dis pas de bêtises. En Oui. tout cas, d'autres Le créneaux dimanche, horaires oui. au théâtre Montparnasse. Je recommande de venir vous voir. On va transitionner en parlant toujours de théâtre dans cette partie d'émission, parce qu'on va découvrir tout d'abord la culture du moment ou d'avant selon vos goûts avec du théâtre et avec Emma Scali. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé. Et donc on rejoint Emma Scali. Bonjour Emma. Bonjour Cyrielle, bonjour Daniel Bonjour. Russo. Alors aujourd'hui, moi j'ai eu envie, Daniel, de parler d'une pièce qui va se jouer aux 13e rencontres théâtrales de Buc en région parisienne à partir du 3 février prochain et dont le texte devrait vous parler car vous l'avez monté, je crois, et aussi parce qu'il rebondit sur la notion d'amitié. Il s'agit du chef-d'œuvre de John Steinbeck, Des souris et des hommes. Alors on a envie forcément de savoir de quoi parle cette pièce, Emma. Alors, je crois qu'on pourrait résumer le texte ainsi. Dans un monde où tout être humain est seul, Lénie et Georges, deux ouvriers agricoles, sont inséparables. Ensemble, ils luttent contre la dureté de l'existence et sur une terre sans espoir. Ils nourrissent un rêve, posséder un jour leur propre ranch et y vivre comme des rentiers. Mais les rêves, ça se réalise rarement. Alors, dans cette fable moderne qui se passe durant la Grande Dépression aux États-Unis, Georges apparaît comme un homme alerte, débrouillard et bienveillant qui veille sur Lénie, un colosse à la fois tendre et terriblement maladroit, voire dangereux malgré lui. Dans l'histoire, Mahé, la femme du propriétaire du ranch où Georges et Lénie débarquent et qui va sceller d'une certaine façon leur destin, se retrouve isolée dans un environnement masculin. Confinée à un rôle domestique, elle est réduite à un symbole sexuel. Motivée par l'ennui et par la solitude, ses visites récurrentes à la ferme perturbent les paysans, ce qui la rend vulnérable. Mahé est une femme méprisée, injuriée par les hommes qui l'entourent, et c'est toute la violence du sexisme qui se raconte. Mais malheureusement, l'ironie du sort veut que sa mort ne soit non pas provoquée par la maltraitance de son mari qui est jaloux, mais par les caresses de Lénie qui cherchait à lui apporter un petit peu de douceur. Alors dans la pièce, Mahé n'est pas la seule à subir de plein fouet la bêtise des hommes, non. Crooks, l'écuyer noir, est victime de son côté de la ségrégation lorsque, dans un sursaut de fierté, il ose contrarier Mahé justement, et bien elle le rabaisse en le ramenant à son appartenance ethnique, et elle menace de le faire pendre, sans autre motif. Finalement, tout à leur souffrance personnelle, les opprimés dans ce texte, dans ce roman, qui est ici une pièce, deviennent des oppresseurs. Et comme dans un cauchemar, les pressentiments funestes des protagonistes se matérialisent en les acculant à leur destin tragique. En réalité, tout le monde n'est pas armé de la même manière pour faire face à l'âpreté de l'existence, qui parfois nous violente et nous fait souffrir. Lénie est un exemple éloquent. Georges, mieux armé que lui, a tenté d'étendre son armure sur Lénie pour le protéger, mais à court d'autres solutions, finalement, cette armure, eh bien, elle finit par devenir elle-même une arme. Et alors, j'ai envie de demander à Daniel Russo, qui vous écoute attentivement, et Emma Scali, si c'est votre interprétation aussi de cette pièce de théâtre que vous connaissez. J'ai joué Georges et j'ai mis la pièce en scène. Et c'était au conservatoire, à ma 3e année. Et j'ai monté ce spectacle. Est-ce que cette interprétation faite à Emma Scali, c'est vraiment la manière dont vous l'avez... Oui, absolument. Puis là aussi, c'est pareil, parce que il y a une belle amitié. Sublime. Sublime amitié encore. Et tragique.
tragique, douloureuse et tragique. Oui, une amitié Oui. qui est presque qui rejoint cette idée de l'amour inconditionnel, je crois. Oui. Hein, on pourrait dire ça, parce que dans le roman de Steinbeck, en fait, on a cette puissance de l'amitié et de ce lien de ces deux hommes finalement qui luttent contre la solitude, contre la violence et qui terriblement n'y parviennent pas d'une certaine façon. Non. Cette pièce est devenue, le texte en tout cas a maintes fois été transposé au théâtre, on le sait, à la télévision et même au cinéma, hein, Emma. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, là, on entendait en fait la musique en fait de la bande-annonce du film de Gary Sinise qui jouait George, lui aussi, face à John Malkovich en Lenny. Et alors, on peut se poser la question pourquoi il y a eu autant d'adaptations. En fait, probablement parce que l'intrigue, elle est à la fois simple, poignante, parce qu'il y a des jeux de miroirs narratifs qui sont extrêmement efficaces et qui contribuent d'une certaine façon à l'inexorable fatalité qui est présente dans le texte. Et je pense en particulier au dénouement en fait qui reproduit d'une certaine façon l'ouverture, puisque on a ce chien qui est euthanasié. Et en fait, la scène d'exécution du chien au départ, eh bien, elle est en miroir de la scène d'exécution de Lenny sans défense à la fin du texte. Et finalement, on a comme deux êtres qui sont sacrifiés au banc d'un monde où la différence n'est pas acceptée et où la violence est ordinaire. Et je dirais que Des souris et des hommes, eh bien, c'est une œuvre magistrale qui vraiment illustre l'échec du rêve américain, qui critique avec virulence les valeurs d'une société profondément individualiste et inégalitaire. Une œuvre qui raconte notre difficulté bien souvent à vivre et à être au monde, une difficulté qui se fait plus oppressante pour certains que pour d'autres. Du fait de sa naïveté, Lenny en vient à tuer. Et une question se pose alors inévitablement pour moi. La pure innocence existe-t-elle ? Et sinon, dans un monde dénué de toute innocence, eh bien, que faire ? Que faire ? Sublimer peut-être ? Peut-être par l'art, par le théâtre, par la langue, peut-être par les mots, par la force des mots. Parce que face aux mots, M-A-U-X, seuls les mots, M-O-T-S, peuvent peut-être quelque chose. Et pour reprendre les mots encore d'un psychanalyste, Guy Corneau, qui disait ceci: lorsque nous mettons des mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X, eh bien les 10 mots deviennent des maudits et cessent d'être maudits. Et c'est en cela que réside l'art de la parole, je crois, et la puissance magistrale du théâtre et de l'œuvre de Steinbeck, sortir de la malédiction grâce à la sublimation. Merci beaucoup Emma Scali pour cette chronique sur Radio J. Et tout de suite, c'est la chronique émotion de Jérôme Goulon. Merci. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Et bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, je crois que l'émotion on l'a déjà eu avec Emma. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors dans cette chronique, on va parler d'artistes que vous aimez ou d'œuvres que vous aimez. On commence en musique et on remonte le temps pour se rendre dans les années 1960, les années 60 qui musicalement vous rendent nostalgique. Daniel Russo, vous êtes en effet fan de Brel, Brassens, Léo Ferré ou encore Barbara, je ne vais pas tous les citer. Et puisqu'il faut faire un choix, on va parler de Georges Brassens et d'une chanson qui a une histoire assez incroyable et émouvante, avec en toile de fond la relation entre Georges Brassens et son père, quelque chose qui vous parle forcément, Daniel Russo, vous qui avez été élevé par votre papa. Alors cette chanson qu'on peut entendre, c'est Les 4 Bacheliers, sortie en 1966, soit un an après la disparition du père de Georges Brassens. Une chanson dans laquelle le chanteur rend hommage à son père pour un événement qui était survenu en 1938. Un flashback, cette année-là, Georges Brassens a 16 ans et il est au collège de Sète. Réputé pour faire les 400 coups, il souhaite avec sa bande d'amis impressionner les filles de son collège et leur offrir des cadeaux. Georges Brassens et ses amis se mettent alors à dérober des objets, principalement à des membres de leur famille. Georges Brassens, de son côté, vole une bague et un bracelet à sa sœur. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Les 4 voleurs sont pris la main dans le sac et emmenés dans un commissariat de police. Et quand les parents viennent chercher leurs enfants, Georges Brassens est tout surpris de constater que de tous les parents, seul son père se montre clément, puisqu'il n'adresse aucun reproche à son fils, préférant le laisser réfléchir à ce qu'il a fait. Cet épisode marque profondément Georges Brassens qui, un an après la mort de son père, donc en 65, salue
son attitude dans une chanson, Les 4 bacheliers, qu'on peut entendre, et dans laquelle il fait les louanges de son papa. Brassens déclarera d'ailleurs à ce sujet-là: « Ce jour-là, mon père m'a donné une leçon qui m'a aidé à me concevoir moi-même. J'ai alors essayé de conquérir ma propre estime. J'ai tenté avec mes petits moyens d'égaler mon père. » Je dis bien tenter, des mots très forts de Georges Brassens. Ah, c'est beau. Et on va poursuivre avec un autre artiste ayant bercé les années 60, c'est Jacques Brel. Oui, un Jacques Brel, dont on peut entendre la chanson « Mon père disait », sortie en 1967. Une chanson qui rend hommage à son papa, là encore, disparu 3 ans plus tôt. Et là encore, la relation père-fils est pleine d'émotions. Flashback, une nouvelle fois, Jacques Brel, comme Georges Brassens, était lui aussi un élève rêveur et dissipé, n'aimant pas l'école. Il s'offre sa première guitare à 16 ans, grâce à l'argent de ses petits jobs. Voyant son fils sans diplôme, le père de Jacques Brel le fait alors rentrer dans la cartonnerie familiale au service commercial, pour lui assurer un avenir professionnel. Oui, mais voilà, Brel s'ennuie. Il songe alors à 3 métiers à ce moment-là. Soit devenir cordonnier, soit éleveur de poules, ou alors auteur-compositeur. Et c'est finalement cette 3e voie qu'il choisit. Mais c'est au grand désarroi de son père, qui l'oblige à prendre le pseudonyme de Jacques Brel, ne voulant pas que son nom de famille soit associé à une activité artistique. Alors que Jacques Brel veut quitter la Belgique pour Paris afin de réaliser son rôle de devenir chanteur, son papa l'avertit donc que s'il part, il ne l'aidera plus jamais financièrement. Au final, Brel prend le risque d'accepter ce deal. Il arrive même à convaincre finalement son papa, avec l'aide de sa maman, d'utiliser le nom de Brel, donc c'est Jacques Brel. La suite, tout le monde la connaît, Jacques Brel devient donc une immense vedette, avec un petit regret pour Jacques Brel, qui apprendra en effet que son père était très fier de la carrière de son fils, malgré les réticences qu'il avait quelques années auparavant, mais que jamais ce papa ne lui a dit dans les yeux qu'il était fier de lui. Grand regret, ça. C'est ce que j'ai eu, moi. C'est vrai? Vous aussi? Non, parce que quand j'ai voulu passer le conservatoire, quand j'ai eu mon père, et quand je lui ai dit que j'avais pris des cours et tout, il a bien fallu que je lui dise. Et il m'a dit, mais c'est quoi ça? T'as un métier quand même, t'as un métier. C'était ça le truc. Et je voulais pas le décevoir, c'est ça. Je lui ai dit, écoute, je regretterai toute ma vie si je tente pas la rue Blanche ou le conservatoire. Il me dit, bon, c'est quoi? J'ai dit, vous êtes combien à passer ça? J'ai dit, je sais pas, 1000, 1500. Il me dit, ils en prennent combien? J'ai dit, je sais, 15. Il me dit, vas-y. Pour lui, c'était... Et le lendemain, quand j'ai réussi le conservatoire, il y avait la liste. Et j'ai oublié d'appeler mon père. Ouais. Non, mais j'ai un blanc dans cette journée-là, je sais pas. Vous n'avez appelé personne? Non, mais j'ai même pas appelé l'amoureux. Je sais toujours pas aujourd'hui ce que j'ai fait dans cette journée. C'est le lendemain, le surlendemain, où j'ai appelé mon père. Il m'a dit, si t'avais réussi, tu m'aurais appelé hier, évidemment. Voilà, j'ai dit non, mais si, j'ai réussi. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit oui. Et il me dit, tu peux déjeuner? Je dis oui. On a déjeuné. Il m'a parlé de tout à fait autre chose. Il m'a pas parlé de ça du tout. C'est juste à la fin du repas où il m'a dit, t'as envie de faire ça? J'ai dit oui. Il m'a dit, alors fonce. Il vous a soutenu alors, Daniel Donc Rousseau. j'ai eu... Voilà. Et il vous a dit qu'il était fier de vous? Après. Mais il l'a dit. Il l'a dit. Et c'est important. On quitte la musique pour le cinéma avec un réalisateur qui vous est cher, Daniel Russo, Jérôme. Oui, quand on parle cinéma avec vous, Daniel Russo, impossible évidemment de ne pas citer Claude Sautet, le réalisateur qui vous a le plus impressionné. Vous avez d'ailleurs eu à son sujet des mots très forts, puisque vous dites de lui, Claude Sautet, c'est la passion totale, je vous cite, il met une force incroyable jusqu'à l'épuisement. L'amour qu'il a des gens, c'est ce qui m'a touché le plus, ce sont vos mots, Daniel Russo. Alors Claude Sautet, dont le destin est lui aussi assez extraordinaire. En 1943, alors qu'il a 19 ans et que nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale, il décide de devenir monteur. Pour faire des stages, il a besoin d'une carte de travail. Il se présente donc à la Kommandantur. Problème, quand il dit qu'il est monteur, on le prend pour un ajusteur-monteur, un métier qui n'a rien à voir puisqu'il consiste à ajuster des pièces métalliques pour de nombreux secteurs industriels. Et surtout, le métier d'ajusteur-monteur lui fait prendre le risque d'être réquisitionné par le STO, le service de travail obligatoire, mis en place par le gouvernement de Vichy durant l'occupation de la France par l'Allemagne nazie. Alors pour échapper au STO, Claude Sautet se réfugie donc dans le Jura où il rejoint un centre d'aide aux jeunes délinquants en qualité de responsable. Et c'est à cette époque que Claude Sautet rencontre une certaine Graziella qui deviendra sa femme en 1953 et jusqu'à sa mort et qui deviendra aussi sa toute première complice dans l'écriture de ses films. C'est notamment Graziella qui en 68 avait convaincu Claude Sautet de faire une adaptation du roman Les choses de la vie. Durant cette période, Claude Sautet disait non à toutes les propositions de films. Et puis un jour, Jean-Loup Dabadi,
glisse cette adaptation sous la porte de l'appartement de Claude Sautet et de sa femme. Et c'est donc Graziella qui pousse son mari à lire cette adaptation et à réaliser ce film. Il a lu 70 pages, il a tout de suite dit oui. Alors rendez-vous compte, sans sa rencontre avec Graziella, née du fait qu'il avait dû fuir le STO durant la guerre, eh bien Claude Sautet n'aurait peut-être jamais réalisé Les choses de la vie, l'une de ses œuvres majeures. Et oui. Ah, ça tient un peu de choses. Hein. Et ça oui. tient un peu de choses. Parfois c'est papillon, ça. comme on dit. Parfois c'est ça. On termine avec un autre réalisateur qui vous a marqué, Daniel Russo, et il s'agit bien évidemment de Bertrand Tavernier. Ah oui. Oui, Bertrand Tavernier, un réalisateur qui vous a forcément marqué, Daniel Russo, puisqu'il vous a donné votre premier rôle au cinéma en 1976 dans le film Le Juge et l'Assassin. Bertrand Tavernier qui, comme Jacques Brel, a connu une relation difficile avec son père. Dès son enfance, il est envoyé en pension où il subit punition, brimades et humiliations. La pension, quelque chose que vous connaissez, Daniel Russo. Et pour cela, il en veut fortement à son père. Tavernier découvre le cinéma à l'âge de 12 ans, dans des circonstances là aussi difficiles, puisqu'il se trouve alors dans un sanatorium pour soigner sa tuberculose. Alors passionné de cinéma, mais encore marqué par la pension, il se heurte une nouvelle fois à ses parents qui veulent à tout prix le voir à Sciences Po. Mais Tavernier n'a pas envie de ça. Il s'inscrit en droit, ne va pas à un seul cours et rend même une copie blanche. Est-ce que vous, pardon de vous couper, Oui. Jérôme, mais est-ce que vous saviez ça de Bertrand Tavernier, du coup, et est-ce que vous en avez parlé ensemble? Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez Je n'ai simple. jamais osé parler à Tavernier parce que... Mais lui, il n'a pas osé? Non, mais c'était mon premier tournage et j'ai été totalement en admiration sur ce qui se passait autour de moi. Mais vous saviez Voilà. cette histoire sur lui? Non. Donc c'est une découverte, comme Ouais. quoi les rencontres parfois sont Oui, pas... c'est fou, hein. Ouais, il y a quelque chose en commun. Puis c'est peut-être pas le genre de détail que Oui, mais en fait, le fait que raconter. vous nous expliquiez ça, on n'a pas c'est... trop envie d'en parler non plus, Ouais, quoi. bien sûr. C'est surtout ça, Bien quoi. sûr. Et donc j'en étais, donc il y avait le papa de Bertrand Tavernier qui n'était pas forcément fan du fait qu'il veuille faire du cinéma. Ben voilà. Et donc comme Brel et Brassens, donc Tavernier va à l'encontre de l'autorité parentale pour réaliser son rêve, donc celui de faire du cinéma. Et il grimpe les échelons tout seul. Il débute comme assistant de Jean-Pierre Melville, devient l'attaché de presse de Stanley Kubrick sur 3 films, puis critique de cinéma avant de s'imposer dans la réalisation. Comme Brel et comme Brassens, il aura donc, contre vents et marées, fait fi de tous les obstacles et objections pour réaliser son rêve. Avec pour morale une citation de Jacques Brel, et c'est par là que je terminerai. Jacques Brel disait « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'être vous, fiers, et de l'être heureux, car le bonheur est notre destin véritable. » C'est une jolie conclusion. Ouais. Qui vous convient, Daniel Russo? Oui, totalement. Eh bien, parfait. Non, mais Tavernier, c'était magnifique parce que même pour un petit rôle, parce que c'était un petit rôle, moi je faisais le gardien de Galabru en prison. Voilà. Et on était 6. Et même pour un petit rôle, il était sérieux, quoi. Et il prenait pas n'importe quoi. Et il dit, je vais vous raconter mon film. Alors donc on écoute Tavernier, et moi je l'écoute, il est en train de nous raconter Le Juge et l'Assassin. Et puis d'un seul coup, il me désigne, c'est vous. C'est vous en disant vous faites le rôle. Ah. Alors les autres... J'étais un peu gêné vis-à-vis des autres. Ouais. Et il dit, vous pouvez nous laisser. Voilà, c'est Daniel Russo qui est choisi. Et quand j'ai été seul avec lui, j'ai dit, excusez-moi, mais pourquoi Il dit, parce que vous m'écoutiez. C'est fou, hein. C'est beau. C'est beau. Allez, merci beaucoup, Jérôme Goulon. Tout de suite, on passe à la chronique humour. C'est le coup de fourchette avec Sam Bérébi qui vous cuisine par téléphone sur Radio J. C'est pas grosse. C'est très fin, ça se mange sans pain. Je suis dilaté. Radio J. Radio J. Le coup de fourchette. Sauter, putain. Bonjour, Sam. Bonjour, Cyrielle. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas avec nous, pas en face à face. Et oui, parce que entre la grève et puis les vacances... Ah ouais, moi j'ai fui Paris, j'ai fui les grèves. Mais vous savez bien. La France, c'est les champions du monde des grèves. C'est le seul pays, ils font plus de grèves que de jours dans l'année. C'est un concept des Français. Non, normalement je suis sur le plateau, mais voilà, on va essayer de faire par téléphone. Vous m'entendez bien, ça va? On vous entend parfaitement. Alors, Daniel Russo, ça va? Oui, très bien. Alors, qui dit coup de fourchette dit plat. Donc, je sais pas ce que c'est votre plat préféré, j'ai pas réussi à trouver, mais je vais vous donner le nom d'une émission et vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Alors, si je vous dis en région niçoise, à quel plat ça vous fait penser? Les pâtes? Non, c'est une émission que vous avez fait avec le chef Maurice Sacco. Ah oui, bien sûr. Ah. Oui. C'est une émission, la Soca. La Soca, oui, c'est ça, oui. Et vous l'aviez fait à base de quoi déjà? C'était à base d'aubergine? Je crois, oui. Alors, moi, Laurent Baffy m'a dit,
excusez-moi des termes, que vous étiez le mec le plus casse-couille au resto. Il m'a appelé par téléphone avant la chronique, il m'a dit c'est pas mes termes, hein, c'est ces termes. Il m'a dit que vous voulez toujours savoir comment le plat est fait, vous voulez toujours avoir plus, avoir moins, vous dealez. Non, c'est pas ça, c'est que j'aime bien savoir ce que je mange, surtout. Ah oui. Bah, lui, il dit rien, il mange n'importe quoi. Et votre fille, Je veux dire, elle en a marre, non il connaît rien à la cuisine, Bafi. Moi, au moins, je fais la cuisine. Lui, il la fait pas. Tu peux lui mettre n'importe quoi, un plat devant lui, il le mange, il sait même pas ce que c'est. Et votre fille aussi, je crois que vous demandez la carte beaucoup, dès que vous arrivez parce que vous mettez du temps à choisir votre plat. Oui, je mets du temps, oui, à choisir. Oui, même hier soir, là, on était avec les comédiens et tous m'ont dit, mais on mange ou on mange pas, parce que je dis, deux secondes. Vous avez raison, mais non, ils m'ont emmené dans un restaurant indien. Je connais pas trop alors donc je voulais choisir parce qu'il y a beaucoup d'épices, de choses comme ça. Évident, bah oui. C'est pas évident, quoi. Bien sûr. Non, je mets du temps. Oui, c'est vrai, je mets du temps. En vrai, je suis d'accord avec vous. Faut faire attention à ce qu'on mange. On peut manger n'importe quoi. Alors, moi, par contre, je suis pas très compliqué au restaurant, mais il y a quelque chose qui m'énerve, c'est quand je suis assis en bout de table. J'arrive pas à participer aux discussions, ça m'énerve. Et généralement, quand on est assis en bout de table, on est devant une personne avec laquelle on a le moins d'affinité. Et généralement, quand deux personnes parisiennes ont le moins d'affinité, ils parlent d'un sujet phare que les Parisiens adorent, la circulation dans Paris. Alors ça, c'est le sujet, ils adorent ça. Ah, t'as vu Paris, on peut plus circuler, c'est devenu... Et l'autre, tu renchérir en plus. Ah, ne m'en parle pas, moi je prends que le vélo. Vous vous déplacez comment, vous, Daniel Russo? Non, moi je n'ai pas part sur ces trucs-là, moi ça m'ennuie fortement. J'aime bien quand je suis au restaurant, justement, j'aime bien parler des plats, voilà, parce que j'aime bien faire la cuisine et donc quelquefois j'ai des amis qui m'appellent en me disant, Daniel, est-ce que tu veux bien nous faire les pâtes? Donc voilà. Moi, j'ai une recette de pâtes qui date de ma grand-mère, qui elle-même la tenait de sa grand-mère. Et c'est une recette sicilienne. Et voilà, c'est une recette familiale que j'ai donnée d'ailleurs à mes filles, à Charlotte et à Amanda. Voilà, elles ont la recette de la famille et donc ça pourra continuer. Bah vous m'en ferez alors quand je serai à Radio J. Vous repassez à Radio J, on mangera des pâtes siciliennes. Oui, mais je vous montrerai pas parce que c'est un secret familial. De famille, enfin. Alors je sais que vous étiez décorateur d'intérieur, que vous aviez un métier et que vous aviez caché à votre père, que vous, comme vous l'aviez dit dans l'émission, que vous faisiez le conservatoire. Alors moi, je suis un peu comme vous parce que je fais du stand-up et à côté, je suis étudiant en pharmacie. Oui. Alors le seul problème, c'est quand je suis au comptoir de la pharmacie, je me crois dans un comédie club, moi. Quand je sers le client, je dis comment ça va tout le monde, est-ce que vous êtes chaud? Le problème, c'est que le pharmacien, il dit, il est énergique, votre pharmacien, quoi. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Et dans les examens aussi, c'est un problème parce que je parle de Daniel Russo dans mes copies. Donc, la dernière fois, je me suis fait engueuler. On a eu un petit problème. Et en tout. Allô? On vous écoute. Il faut conclure, Samuel. Pardon. C'est quoi le problème? Alors voilà, je vais conclure. Est-ce que vous voulez faire une petite imitation de John Travolta? Parce que je sais que voilà, vous. Disons que là c'est ma voix, et si je parle comme ça, c'est la voix de Travolta. Et voilà, parce que c'est je l'ai allégé. Ah d'accord, très bien. Voilà. Merci beaucoup, je vous souhaite beaucoup de succès, et je pense qu'on peut conclure en disant qu'il faut toujours faire ce qu'on aime dans la vie et poursuivre, poursuivre ses rêves. Merci beaucoup Sam Bérébi, évidemment on vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Mais en direct sur Radio J, évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis tout de suite, c'est le journal de l'information et comme toujours la suite de cette émission jusqu'à 16h30 sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur Radio J, merci de nous rejoindre si c'est le cas, si vous êtes avec nous depuis le début, merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, le comédien Daniel Russo pour la pièce de théâtre Albert et Charlie au théâtre Montparnasse qui a démarré hier et tout de suite on va poursuivre cette émission Daniel Russo avec vous puisqu'on va faire la séquence tac au tac. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est? Eh bien 10 questions et 10 réponses relativement courtes en 2-3 mots. On peut tenter cette expérience? Oui. On va essayer. Si on est en bonne santé. La recette de l'amour, qu'est-ce que c'est, Daniel Russo? Je pense que c'est la fidélité. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment? Moi, c'est surtout ma famille, mes enfants. Si
Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi? Ça, c'est difficile. Je vais pas dire John Wayne. Ok, un petit joker? On prend un joker. Allez. Joker, oui. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire, Daniel Russo? Oh c'est surtout quand quelqu'un sort du théâtre et me dit vous m'avez donné du plaisir. Qu'est-ce que vous avez fait de plus incroyable, de plus fou pour quelqu'un? C'est mon épouse. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour elle? Un petit peu tout, quoi, parce que c'est la femme de ma vie. On va arriver presque au demi-siècle. Voilà, et chaque fois, même quand je m'absente une journée ou deux, j'ai hâte de revenir. Vous dites vous l'aimez de plus en plus. Voilà, c'est complètement fou, mais c'est comme ça. C'est magnifique. La plus belle qualité humaine pour vous, qu'est-ce que c'est, Daniel Russo? C'est surtout dans l'amitié une vraie fidélité. Vos 3 grands plaisirs du moment... Parce que vous savez, il y a un proverbe sicilien qui dit « Si un ami te trompe, c'est de sa faute. S'il te trompe une deuxième fois, c'est de la tienne. » J'aime beaucoup. Je l'ai entendu dans une interview que vous avez donnée. J'avais hâte que vous ça, nous le c'est mon vous papa le disiez. qui m'avait inculqué ça et j'y pense tout le temps. J'allais vous demander votre philosophie de vie, mais peut-être que c'est ça là, on va y venir. Vos 3 grands plaisirs du moment? Du moment, c'est le théâtre, parce que ça vient de démarrer, c'est assez magnifique. Et ce qui est bien, c'est que quand je démarre une pièce, j'ai toute la famille, c'est-à-dire mes enfants, les appellent, mon petit-fils hier, là il peut dire merde, alors il le dit, papou je te dis merde, voilà. Oui, donc il se le permet. Et comme mon autre petite fille, elle a 1 an et demi, il faut qu'elle attende un petit peu, mais mes filles m'appellent et c'est le vrai bonheur, c'est ça, c'est que le théâtre m'amène beaucoup de choses. L'amour familial. Votre surnom, Daniel Russo? J'ai un surnom, moi? Peut-être, ou pas? Non. Pas de surnom. Non, ok, très bien. Votre philosophie de vie, peut-être que vous nous l'avez donnée il y a un instant, mais peut-être qu'il y en a une autre. De vie, je vous le dis, c'est les amis, la famille, c'est le fait de s'éloigner des gens négatifs. Voilà, c'est très important pour moi, parce que comme disait Einstein, les gens négatifs ont des problèmes pour chaque solution. Exactement. Votre prochain rêve à accomplir, Daniel Russo? Continuez. Le dernier mot, la dernière phrase que vous aimeriez prononcer? Amour. C'est beau. Notre émission continue avec beaucoup d'amour des auditeurs sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et tout de suite, la séquence auditeur avec une première question de Linda pour vous, Daniel Russo. Est-ce que c'est vrai que lorsqu'une pièce se termine, vous avez le cafard? Oui. C'est quelque chose j'aime que pas, j'aime pas les fins. Ouais. J'aime pas la fin de quelque chose. C'est peut-être pour ça que vous êtes si fidèle. Peut-être, oui. Mais c'est vrai, quand une pièce s'arrête, c'est un cafard monstrueux, mais vraiment. À un moment donné, d'ailleurs, j'ai terminé une pièce, je me rendais pas compte, et un comédien m'a envoyé une photo où je suis sur le plateau tout seul, parce que je suis resté tout seul dans le théâtre, parce que j'avais du mal à en partir. Et quand j'ai vu cette photo, il m'a dit, mais dis donc, qu'est-ce que t'es triste? J'ai dit, oui, parce que ça se termine et que j'aime pas le mot fin. Et puis après, ça recommence, puisque vous revenez à chaque fois sur scène. Et c'est une bonne chose. Une dernière question d'Avener. Quel est votre meilleur souvenir de carrière? Oh, j'en ai beaucoup. Moi, c'est surtout... Le premier qui vous vient? Non, les rencontres. Ouais. Les rencontres. Les magnifiques rencontres. Voilà. Jacques Villeray. Vous connaissez depuis vos tout débuts. Mais non, mais c'est parce que je ne connaissais personne et je voulais rentrer au conservatoire et qu'il fallait que j'ai une réplique. Et donc je vois la gardienne qui est là et je lui dis excusez-moi madame, mais j'ai besoin d'avoir un élève pour me donner la réplique. Et elle me dit demandez au jeune homme là-bas, c'est le plus gentil. Et c'était Jacques Villeray, qui aussi a été le parrain de ma fille, de ma petite Charlotte. On va poursuivre cette émission puisque désormais on pense à votre santé sur Radio J. À votre santé. Et tout de suite, on s'intéresse à votre santé avec vous, docteur Serge Rafal. Bonjour. Bonjour Cyrielle. Maintenant, notre rubrique santé va démarrer. Daniel Russo, et vous avez, je crois en tout cas que vous allez régulièrement à la pêche. Je crois savoir ça. Vous allez me confirmer si c'est vrai ou pas. Et alors, vous allez comprendre pourquoi je vous demande ça, parce qu'on a envie de savoir quel type de poisson vous pêchez. Mais non, je vais vous expliquer une chose. Le poisson ne risque rien avec nous. Parce que j'allais pêcher. Vous le relâchez? J'allais pêcher avec Jacques Villeray et puis même Pierre Richard.
Et ça consiste à prendre des cannes à pêche. D'abord de préparer les appâts, le repas de midi. D'abord, parce qu'on fait un énorme repas. Derrière le repas, il y a une sieste. Après la sieste, il y a un bon 4 heures. Et peut-être qu'avant de partir, on va mettre une canne à l'eau pour essayer de prendre quelque chose. C'est l'idée de la pêche, quoi. Je crois que les poissons sont contents parce que d'un seul coup, tout ce qui reste de nourriture, on le jette et on les nourrit au lieu de les prendre. Ok, donc c'est pas vraiment la pêche. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que certains poissons sont particulièrement bons pour la santé, contrairement à ce qu'on pourrait croire a priori. Et donc, ce sont les poissons dits gras. Et vous pouvez donc, Serge, nous expliquer pourquoi ces fameux poissons gras sont bons pour nous. On est curieux. L'expérience, les grandes études, qui sont les études nutritionnelles depuis la Deuxième Guerre mondiale, on en a parlé dans cette émission, ont toutes montré qu'un certain type d'alimentation prévenait les principales pathologies, le cancer, les maladies cardiovasculaires. Pendant très très longtemps, on a incriminé les graisses étant le facteur numéro 1. Et puis très vite, on s'est aperçu en fait que c'était pas les graisses et que c'était les sucres. Et l'épidémie silencieuse qu'on voit apparaître dans tous les pays occidentaux, l'épidémie de diabète, l'épidémie de maladies cardiovasculaires, sont liées à cette consommation de sucre. Et on s'est rendu compte en fait que les graisses pouvaient, dans un grand nombre de cas, être protectrices, et en particulier les graisses des poissons. Et alors, de quel type de poisson on parle ? Moi, vous me dites poisson gras, je pense au saumon, évidemment, mais quel autre type de poissons gras sont bons pour la santé, du coup ? Il y a le poisson, généralement, est bon pour la santé. Quand on était petit, on mangeait du poisson comme une alternative à la viande. Alors, ce sont des protéines qui sont moins grasses. Mais ce qu'on mangeait quand on était petit, de la sole, du colin, ces poissons-là sont des poissons maigres qui sont juste des protéines. Et on s'est aperçu qu'en fait, les poissons gras, le hareng, le maquereau, la sardine, le saumon, le thon, avaient des vertus indiscutables. Alors justement, quand on parle de poissons et santé, on évoque toujours, en règle générale, les oméga 3. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces substances ? Moi, je n'y connais rien. Voilà, alors il y a 3 groupes de graisses, parce que les oméga 3, on en a beaucoup entendu parler, mais parmi les graisses, 3 groupes. Les graisses saturées, c'est en fonction de la formule chimique. Alors évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail, ça n'a pas d'importance, mais le terme dépend effectivement de la formule. Alors il y a des graisses qui sont des graisses saturées, c'est le beurre, la viande, les fromages. Les graisses qui sont mono-insaturées, principalement retenez juste l'huile d'olive, et le groupe des graisses polyinsaturées, dans lesquelles on a les oméga 6 et les oméga 3. Et c'est les oméga 3 qui en fait font la santé. Quel est le rôle précis dans l'organisme, Dr Serge Rafal ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau, la matière grise du cerveau, c'est 60% de graisse. C'est impensable quand on Et nous sur dit ces ça. 60% de graisse, c'est 2/3 d'oméga 3. Finalement, vous voyez, on fonctionne avec un circuit bien huilé, qui est un circuit bien gras et qui comprend beaucoup de matières grasses. Majoritairement même des matières grasses. Et en fait, ces acides gras participent à la constitution de la membrane cellulaire, participent à la transmission de l'influx nerveux. Elles sont totalement indispensables, ces graisses. Si jamais vous diminuez la quantité d'oméga 3, immédiatement le circuit va avoir des bugs, un petit peu comme aujourd'hui, ou parfois ça s'arrête. Quelles sont les recommandations nutritionnelles actuelles ? Alors, on s'est rendu compte qu'ils étaient bons pour la santé. On s'est dit, voilà, il suffit dans l'alimentation de manger des poissons gras à volonté. Est-ce qu'on pourrait, ne manger que du poisson ? Moi, c'est mon cas, voilà, par exemple. Le problème des poissons, et en particulier des poissons gras, c'est qu'ils contiennent un certain nombre de substances, et en particulier des métaux lourds.
Et donc, les recommandations qui sont les recommandations officielles sont de respecter. Il y a une période où nous, on conseillait du poisson en disant, tiens, on va en conseiller tous les jours. Mais en fait, 2 fois par semaine, parce que dans les poissons gras en particulier, il y a du mercure et il y a un certain nombre de métaux qui sont toxiques à forte quantité. Donc il faudrait éviter d'en manger tous les jours. Donc ce qui est important, c'est d'apporter ces oméga-3 sous forme végétale, parce que là on parle des poissons gras, mais ils existent aussi sous forme végétale. Vous retenez juste l'huile de colza, qui est la plus importante. On la retrouve dans les noix également. Enfin, un certain nombre d'aliments contiennent des oméga-3 d'origine végétale et les oméga-3 d'origine animale dans les poissons gras. Le thon, celui qui en contient le moins, le hareng, le saumon, c'est 10 grammes pour 100 grammes, et le maquereau est le poisson le plus riche en oméga-3. En conclusion, docteur Serge Rafal. En conclusion, les graisses, vous voyez, on était dans un oxymore qui était les graisses bonnes pour la santé, un oxymore médical, parce qu'on ne faisait pas le lien entre la santé et la graisse. La graisse a longtemps été l'ennemi, et là maintenant, il est impératif, il est extrêmement important dans son alimentation d'avoir ces oméga-3. Cependant, pas de poisson tous les jours. Pas de poisson tous les jours. Les recommandations officielles, c'est 2 fois par semaine des poissons, un poisson maigre, un poisson gras, 2 fois par semaine de la viande et puis des œufs presque à volonté pour l'apport de protéines. Eh bien, on sait maintenant désormais comment bien manger. Merci beaucoup, docteur Serge Rafal, de prendre soin de nous tous les jeudis à 16h10 sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble, Daniel Russo. Et c'est donc votre portrait vu par Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle, bonjour Daniel Russo, enchantée. Je suis très contente de vous voir. Je suis une grande fan du Juge et l'assassin. Donc ça m'a fait plaisir d'entendre qu'à partir de ce film-là, s'est passé quelque chose. Cette homonymie, Rousseau, enfin... Bon, mais finalement, il s'est passé des choses à différents moments de vos vies. Je dis vos vies d'ailleurs au lieu de dire votre vie. Alors c'est un petit peu un lapsus, mais en même temps, non, je crois que c'est exactement ça ce que je voulais dire. C'est un peu ça. Voilà, c'est comme si vous aviez eu plusieurs vies et que à chaque fois, il y a une nouvelle vie qui s'est mise en place. Parce que à vous écouter, c'est vraiment ça dont on a l'impression. Bon, évidemment, cette histoire de coma, parce que là, c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est comme si vous pensez que vous allez mourir. Enfin, tout le monde pense que vous allez mourir et puis vous renaissez en quelque sorte. Et là, il se passe quelque chose. C'est comme... J'ai l'impression de vous entendre que c'est comme si on vous avait donné l'autorisation de tout reprendre à zéro. Puisque avec cette histoire difficile quand même que vous avez racontée, cette histoire de parents avec une mère un peu folle quand même, là, comme ça, qui vous embarque, et pour ne pas, enfin qui veut vous garder, mais pour ne pas vous garder, qui vous met partout, qui veut absolument vous éloigner du père. Donc tout ça, c'est quand même très difficile, déjà très jeune. Donc même si j'ai l'impression que ce coma-là, c'est vraiment ça. C'est ça y est, on arrête avec ce côté tragique et on reprend à zéro. Parce que ce que je trouve flagrant, très intéressant, c'est que très souvent les gens qui ont eu une histoire difficile, à la fois ils disent que eux ils feront jamais ça, et très souvent, d'une certaine manière, ils répètent l'histoire. Or vous, c'est absolument pas ce que vous avez fait. Vous avez construit une famille, on dirait que vous avez construit ce que vous n'avez pas eu, parce que vous parlez de fidélité, de famille aimante, vous parlez là pour votre de cette dernière pièce de théâtre, vos filles qui sont présentes, vos petits-enfants, donc voilà, il y a vraiment quelque chose que vous avez réussi à dépasser complètement, et cette idée-là que vous recommencez, elle est à zéro, on recommence, la page est blanche. Maintenant, quelqu'un qui commence à faire de la décoration d'intérieur et qui a un tel talent de comédien, mais aussi, j'ai vu que vous jouez de la musique, mais aussi, puis, alors c'est pas juste un petit peu, enfin, vous faites pas les choses à moitié quand même, hein, parce que la décoration d'intérieur, vous passez au conservatoire, vous avez 4 prix, enfin, c'est carrément, donc il y a du génie. Alors peut-être que
j'ai l'impression que ça passe ou ça casse, c'est-à-dire où ça vous détruit, les choses difficiles, ou alors ça vous rend plus fort. Donc vous, on a bien compris que ça vous a rendu plus fort et que ça vous a permis de vous confronter à des situations, toutes les situations, tous les désirs que vous avez eus, quelque chose de vertigineux. Je trouve que ça m'a frappé ce que vous avez dit, que le jour où vous avez réussi le conservatoire, vous avez eu un blanc. Alors ça m'a rappelé l'histoire du coma. Alors, c'est fou. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez perdu conscience, perdu connaissance d'une certaine manière, et hop, c'était le début d'une nouvelle vie, à nouveau. Donc c'est comme si ça se répétait. Même pour les autres. Même pour les autres, parce que quand j'ai pas appelé mon père, j'ai appelé mon père après, le lendemain, et puis j'avais pas appelé l'amoureux. Mais je l'avais pas rappelé l'amoureux parce que je voulais avoir un résultat avant de l'appeler. Et le résultat, je l'avais, j'étais au Conservatoire National. Et donc, je l'appelle, il répond, et je lui dis, voilà, monsieur l'amoureux, c'est Daniel Russo, vous savez, vous m'aviez invité au théâtre, j'ai fait votre appartement. Oui, comment ça va? J'ai dit, bien, voilà, je voulais vous dire que j'étais rentré au Conservatoire National d'Art Dramatique, et il me fait, mais tu parles? Parce que quand je l'avais vu, je parlais pas. J'arrivais pas même à dire le mot théâtre. Et c'est là où il m'a dit, tu veux venir à la maison là tout de suite? J'ai dit, tu connais le chemin? J'ai dit oui. Je suis arrivé chez lui, il m'ouvre la porte, il me dit, tu veux que je te dise? C'est comme si c'était moi. Formidable. C'est après, il m'a dit, mais je t'ai pas envoyé dans les cours de théâtre pour être comédien, c'était pour te décomplexer, pour que tu vives mieux ta vie. Mais il me dit, mais que tu sois comédien, loin de moi cette idée, quoi. Voilà, il était, et cet homme m'a accompagné pendant 35 ans de ma vie. Alors c'était peut-être grâce à son nom de prédilection, il s'appelle l'amoureux. Voilà. Chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose, il m'arrivait quelque chose, que ce soit la naissance de la première fille, de ma fille, j'ai toujours appelé. Toujours. Donc en fait, il y a quelqu'un qui a entendu que vous aviez quand même des séquelles, enfin une grosse difficulté, quelque chose à l'intérieur de vous qui était tellement fort et qui pouvait réussir, et il a misé sur vous en fait, parce que si je comprends bien, la personne qu'il a rencontrée, c'était un homme timide qui faisait de la décoration intérieure, qui ne se mettait pas en scène et certainement qui restait dans son coin, qui restait dans son coin. Et donc il a saisi chez vous quelque chose de très fort, et vous lui en rendez hommage jusqu'aujourd'hui. Donc quand même ça c'est toujours. Mais moi je dis que les noms là, les mots, c'est important pour vous, parce que Rousseau le juge, et puis l'amoureux, il y a quelque chose autour de l'amour, parce que ce que vous avez dit sur votre femme, c'est merveilleux. C'est l'amour comme on voudrait tous le rencontrer, la voir. 50 ans après, vous dites que quand vous n'êtes pas là un jour, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de la retrouver. Mais c'est merveilleux. D'ailleurs, elle était là hier, c'était la première, elle est là, elle est toujours là. Voilà. D'ailleurs, le mot qui revient le plus quand vous avez fait le tac au tac, c'est fidélité. Vous avez dit que l'amour, c'est quoi? C'est la fidélité. Donc, ce que vous avez fait de plus fou, c'est pour votre épouse et vous l'aimez encore. Et dans l'amitié, vous avez dit, ce qui est important, c'est une vraie fidélité. Donc, vraiment, le mot fidélité, c'est le mot qui revient le plus souvent. J'ai l'impression que vous-même, vous devez être un ami fidèle et qu'on peut compter sur vous. Et on sent quelque chose l'amitié, ça se mérite, d'apaisant. Oui, quelque chose qui se construit, et après, ça vous renforce, et donc ça a dû être très important dans la vie. Et on m'a dit sinon, mais ça n'a rien à voir, j'ai entendu dans les coulisses là que vous aimiez beaucoup la pétanque. Alors, avec Jacques Villeray. À Marseille. C'est un peu normal. Et que vous allez au concours de pétanque. Alors, oui. Alors peut-être qu'il y a ce côté marseillais aussi chez vous qui est apaisé, qui nous donne comme ça quelque chose de très joyeux. J'étais très heureux à Marseille, et bien puis sûr. Ce sens de raconter les histoires, on pense toujours quand même à Rému. Voilà. Quand même Marseille, c'est particulier pour les comédiens. Ouais. Donc je pense que et ça mêle à la fois ce qui peut être tragique, parce qu'il y a du tragique chez vous, et ce qui peut être léger, et puis ce goût de la comédie. Donc je conclurai par le fait que je trouve que vous êtes un bon vivant, à tous les sens du terme, parce que vous avez été un survivant d'une certaine manière. Oui, c'est vrai. Et voilà, donc je suis ravie d'avoir fait votre rencontre un peu mieux aujourd'hui. Merci. Un joli portrait. Merci beaucoup Judith Cohen-Solal, notre psychanalyste, que l'on retrouve évidemment tous les jeudis sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Daniel Russo. Ah, vous me dites déjà, mais quel bonheur d'entendre ça. C'est un vrai plaisir. Bon, on était bien là. Eh ben écoutez, il n'y a pas mieux pour moi et pas meilleur compliment que d'entendre ça. Vous êtes venus nous voir pour la pièce de théâtre Albert et Charlie au Théâtre Montparnasse qui aura lieu jusqu'au 7 mai.
Porte à Paris, à mon avis, qu'il y aura prolongation, Ouais. peut-être même tournée. J'y vais de ma petite conclusion pour avoir entendu évidemment tout ce qui s'est dit il y a un instant également avec Judith. J'aurais tendance à dire que vous êtes plus Chaplin qu'Albert Einstein. Peut-être. Je pense. Merci beaucoup Merci d'avoir à vous. été avec nous, Daniel Russo. Merci. À la réalisation audio et vidéo aujourd'hui, eh bien Clément et Benjamin Arnaud. Notez que vous pouvez bien sûr réécouter notre émission et toutes nos rubriques évidemment sur le site officiel de Radio J, radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous surtout, bien sûr, de nous avoir suivis et de plus en plus nombreux. Rendez-vous lundi dès 15h avec l'humoriste Elisabeth Buffet pour une nouvelle émission, un nouveau visage et puis nouvelle histoire. À lundi et belle journée à tous sur Radio J.